Histoire de l'Antiquité, question de synthèse partie 1. La première question est une comparaison du premier et du second palais de Minos. Il s'agit ici de comparer les deux palais sur base des facteurs suivants. Donc le développement urbain, les pouvoirs, les pratiques religieuses, l'économie et les échanges, et enfin la date de leur disparition. Les premiers palais ont vu le jour entre 1900 et 1700 avant Jésus-Christ. Quant au second palais, il s'agit d'un approfondissement de ce qui existe déjà. Concernant le développement urbain pour le premier palais, on constate que les zones d'habitation sont plus importantes, surtout à Knossos et à Malia. Le palais est au centre et les quartiers l'entourent. On établit aussi des établissements agricoles à Malia. Le phénomène d'urbanisation contre à cette époque la naissance des villes et des palais. On a une connaissance limitée car les seconds palais sont établis sur les premiers. À Phaistos, les premiers palais sont en 3 espaces: le logement, le stockage et la représentation, et enfin l'administration. Ces 3 espaces sont concentrés autour d'une grande cour qui est majoritairement orientée vers le nord ou le sud et qui a toujours une montagne en ligne de mire. Il y a des zones directement sacrées dans les cours, donc il doit y avoir des manifestations. Ce n'est cependant pas forcément une société royale. En ce qui concerne le développement urbain du second palais, le modèle est le même que le premier palais. Le palais de Knossos est le plus important. Les autres sont des répliques. Il fait 13 000 mètres carrés et il est en 3 espaces, donc la réception, le stockage et la vie. Il y a également un système de puits de lumière. À cette époque, les villes sont relativement grandes. Passons aux pouvoirs respectifs des 2 palais. Pour le premier, on est face à plusieurs provinces avec des palais qui se comportent différemment. Il y a une administration qui contrôle l'économie. Le maître du palais est considéré comme le grand maître. On constate une grande différence sociale. L'artisanat est très élaboré et il y a une élite restreinte au sommet de la hiérarchie. Dans le second palais, on remarque également qu'il y a une administration et une hiérarchie. L'administration est notée en linéaire A. Il y a une unification sous le palais de Knossos, le pouvoir est itinérant. Pour les pratiques religieuses du premier palais, il y a un changement. On distingue maintenant les lieux sacrés. Cela montre la complexification de la société. Il y a 3 types de lieux: les sanctuaires de sommet, de grottes et les sanctuaires urbains. On voit aussi apparaître des matériaux religieux, comme par exemple le vase à fonction rituelle. Cependant, on ne sait pas si le clergé a une fonction économique. En ce qui concerne les pratiques religieuses du second palais, on retrouve de très grandes tombes riches à Knossos. Il y a une très grande continuité entre le Minon moyen et le Minon récent. La destruction des palais n'implique pas forcément un changement de population. On va développer des endroits exclusifs pour le sacré. Passons à présent à l'économie et aux échanges. Pour le premier palais, l'agriculture est la base de l'économie. Les surplus agricoles sont stockés dans les silos dans les palais. Il y a une redistribution des richesses. Les palais gèrent les commerces extérieurs. Il y a des échanges avec Cyclades, Chypre et l'Égypte. La notation est linéaire A. Pour le deuxième palais, on parle d'extension et échange. On est face à un approfondissement des échanges existants. On développe l'activité artisanale. Le commerce est sous la responsabilité des palais qui contrôlent les mers. C'est donc une thalassocratie. Concernant la fin des premiers palais, en fait, on ne connaît pas la cause de la fin des premiers palais. Il y a peut-être eu des luttes internes entre les provinces ou même dans les palais. Concernant le deuxième palais, la destruction se fait en 1450 avant Jésus-Christ. Ils sont détruits petit à petit. Le pouvoir est centralisé à Knossos, qui est une linéaire B. On pense qu'il y a eu des envahisseurs. Passons à présent à la question numéro 2. Elle porte sur l'écriture et le pouvoir dans le monde méditerranéen du 2e millénaire avant Jésus-Christ à l'Empire romain. Lors du Bronze ancien, entre 2750 et 2100 avant Jésus-Christ, dans le bassin égéen, on observe grâce aux tombes les premières traces de diversification sociale. Ces tombes sont accompagnées de petites statuettes particulières. Elles sont de 2 types. Il y a celles qui correspondent à des scènes de vie quotidienne, donc banquetteurs, guerriers, etc. Et puis, il y a des figurines anthropomorphiques qualifiées d'idoles dérivant de la forme des statuettes néolithiques. On a une hiérarchisation de la société.
On a aussi une diversification des fonctions, l'artisanat apparaît et n'est plus réalisé dans des structures familiales seulement. Apparaît à cette même période un début d'écriture qui sont les premiers signes d'une envie de notation. Elles sont apportées par cette spécialisation de l'artisanat qui entraîne une volonté des artisans d'identifier leur production. Elle est de deux types, les marques de potier, flèche, triangle, croix, etc. Le deuxième type sont les sceaux, petits avec des décors géométriques, donc cachés en terre cuite selon des dispositifs de fermeture. On aurait un premier pas vers l'écriture car on traduit par un signe, un concept, une institution ou autre. Les premiers palais, environ 2000 ans et 1700 avant Jésus-Christ, les premières sources écrites à proprement parler vont apparaître avec les premiers palais, qui forment un pouvoir centralisé et qui va jouer un rôle important dans le commerce et dans la gestion. Pour cela, il faut mettre par écrit. Ils deviennent rapidement des espaces de stockage, un lieu sacré, mais également un lieu administratif. Le premier type d'écriture est appelé hiéroglyphe crétois. On n'a que 270 objets avec des hiéroglyphes et donc il n'est pas possible de le déchiffrer complètement car on ne possède qu'un peu plus de 1000 signes. On a aussi le linéaire A en une vision archaïque, dite de Festos, qui vient du disque en terre cuite du même nom, ou canonique. Il n'est toujours pas déchiffré, mais on sait que c'est un syllabaire, signe égale syllabe. On a 1427 documents nous fournissant 7362 signes. Ce type d'écriture apparaît vers 1750 avant Jésus-Christ en Crète. On est donc au minoïne moyen 2B, entre 1800 et 1700 avant Jésus-Christ. Le linéaire B est toujours gravé sur des tablettes d'argile avec un stylet. Les caractères s'inspirent du linéaire A, mais on sait que le linéaire B est du grec. On se demande pourquoi le linéaire A et le hiéroglyphe coexistent et que seulement le hiéroglyphe est inscrit sur les sceaux, et pourquoi il disparaît avec la période 2 des palais. On se demande donc s'il n'y a pas deux populations qui parlent une langue propre. On est certain que le linéaire A et B sont syllabiques. On a 70 signes différents pour le linéaire Z et 90 pour le linéaire B. L'écriture des premiers palais est le hiéroglyphe et le linéaire A qui ne sont pas déchiffrés. Les Minones ne sont pas des Grecs car leur langue n'a pas d'origine grecque. On ne connaît donc pas leur origine. Même si, au même moment, les Grecs s'installèrent en Grèce, on sait lire quelques signes et l'étrusque est lisible, mais on ne le comprend pas. Il y a plusieurs provinces et chaque palais se comporte différemment. Mais toutes comportent clairement une administration mettant en œuvre des contrôles économiques et un système écrit afin d'en permettre la conservation. L'identité du maître du palais est encore inconnue, on le considère comme un grand prêtre. Le second palais Minoïs, entre plus ou moins XVIIe siècle et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On a des grandes résidences et donc un système administratif et hiérarchique. On retrouve des demeures hiérarchisées entre elles. On pense à des responsables locaux car on trouve des traces d'administration en linéaire A un peu partout. On a donc l'idée d'une unité politique. L'île est unifiée et sous la domination du palais de Knossos, ce qui correspond aux très rares sources possédées des archives égyptiennes. Il n'y a pas de centre du pouvoir, le pouvoir est itinérant. Dans le monde mycénien, les institutions du pouvoir ne sont connues qu'au travers des tablettes qui sont essentiellement de la comptabilité et écrites en linéaire B. L'écriture est alphabétique car les Grecs rencontrent des Phéniciens, marchands et voyageurs, et empruntent leur système alphabétique. Les premières attestations se trouvent sur des graffitis sur des vases, ce qui permet de dater l'apparition de l'alphabet aux alentours de 750. Les Phéniciens sont structurés en communautés relativement étroites, centrées sur des petites villes totalement indépendantes, avec la ville servant du lieu d'échanges commerciaux. La Grèce reprend ce modèle. L'alphabet est aussi très local comme pour les vases. Il n'y a pas une langue grecque mais plusieurs dialectes. Entre 770 et 675 avant Jésus-Christ, les communautés grecques sont des communautés d'égaux. De temps en temps, il y a des prises de pouvoir et des chefs qui se dégagent. À ce moment-là, l'autre clan préfère partir et établir une communauté ailleurs plutôt que d'être sous la dépendance d'un autre chef. D'autant plus que les poléis grecs sont perçus comme des structures assez égalitaires. Certains préfèrent fonder de réelles structures égalitaires que de rester chez eux. Il s'agit de premières formes de colonisation. Entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, il y a la construction des citoyennetés grecques.
Le droit écrit apparaît. La naissance de l'écriture se fait au 8e siècle, notamment en Italie. Dans le courant du 7e siècle, en Crète, à Gortyn et à Dréros, les premières attestations du droit écrit se trouvent inscrites sur les bâtiments. Il s'agit d'une preuve d'une affirmation commune. Le pouvoir veut que le droit soit connu et pour tous. À partir de cette époque, l'écrit fait partie intégrante du pouvoir. L'administration se fixe et l'essentiel de son travail est mis par écrit. En 27 avant Jésus-Christ, Octave prend titre Auguste et peu à peu, il va personnaliser le pouvoir. Il reprend tous les attributs des rois hellénistiques. Il prend le titre systématique d'impérateur, d'empereur. L'empire est né et permet à Rome de mieux gérer les différentes terres acquises. Passons à la question numéro 3. Le citoyen, qui est soldat en Grèce du 8e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors, après l'effondrement du système palatial et dès le premier temps de l'époque géométrique de 900 à 700 avant Jésus-Christ, il semble devenir nécessaire de mettre en place une organisation plus structurée de la cité. La société grecque renaît. Les cités grecques sont désormais qualifiées par le fait qu'elles sont un regroupement d'humains. Le lieu n'a que peu d'importance. Seulement, il faut répondre à certains critères pour appartenir à une cité, tels que la défense du territoire, car le citoyen est soldat, c'est le critère d'appartenance le plus important. De plus, la défense ainsi que les droits civiques sont des notions imbriquées. Le deuxième critère pour appartenir à une cité est le suivant. Les citoyens doivent également prendre part aux rites communs, tels que le banquet ou les processions. Ces processions s'organisent du centre à la périphérie à proximité des frontières que la police contrôle et que tous les citoyens doivent défendre. Il s'agit des frontières. De 900 à 700, ce n'est qu'une ébauche de ce que sera ensuite le citoyen soldat grec entre le 8e et le 6e siècle lors de ce qu'on appelle la réforme hoplitique. À ce moment-là naît réellement le soldat grec. L'hoplite, qui signifie littéralement celui qui est en armes, est une sorte de fantassin. Il porte un bouclier et marche en rythme avec la flûte. L'armée, composée de citoyens, se développe dès lors, dans un esprit de camaraderie, de cohésion. En effet, grâce au bouclier, le flanc gauche du soldat qui tient le bouclier ainsi que le flanc droit de son voisin sont protégés. L'optique est d'avancer ensemble. À Sparte, le fonctionnement du couple soldat-citoyen diffère quelque peu de celui des autres grandes cités grecques. Lors de la deuxième moitié du 8e siècle, Sparte envahit la Messénie. L'armée spartiate est composée de citoyens, le plus souvent paysans, que l'on rétribue en leur donnant un lopin de terre entretenu par les nouveaux esclaves, les ilotes, qui appartiennent à l'État et non à un privé. Dans le contexte de l'instauration par Clisthène du régime isonomique, pour chasser les tyrans et retrouver une cohérence autour de 510 avant Jésus-Christ, l'homme politique athénien tente de rendre le pouvoir à ceux qui constituent l'armée. Lors de la bataille de Salamine, en -480, les Grecs remportent la victoire face aux Perses grâce aux rameurs de la 4e classe. Principe grec primordial. Quand on participe à la défense de la cité, on prend part au pouvoir politique. La 4e classe obtient plus de pouvoir politique. Plusieurs réformes seront mises en place pour renforcer le pouvoir des citoyens, mais en diminuer le nombre. La cité, ce sont les citoyens. Donc la préservation de la cité passe par une définition stricte de ce qu'est la citoyenneté. Le service militaire demeure obligatoire pour jouir des droits de citoyens. Le couple citoyen-soldat se rompt lors de la guerre péloponnèse entre 431 et 404, avec l'avènement du mercenariat. En effet, les mercenaires sont majoritairement des étrangers. Ceux-ci forment une bande armée, se distinguent désormais de l'armée des citoyens. Ceux qui défendent la cité ne sont plus tous des citoyens. Question numéro 4. Cité et territoire dans le monde antique. En Grèce, la cité telle qu'elle est restée jusqu'à la fin du monde hellénistique existe depuis l'époque géométrique, c'est-à-dire entre 900 à 700 avant Jésus-Christ. Elle a des caractéristiques particulières. C'est une association ville-territoire, une communauté humaine et elle comporte un triptyque institutionnel qui comprend l'Assemblée, le Conseil et les magistrats. Elle a aussi des critères d'appartenance qui, essentiellement, sont deux grands éléments, la défense du territoire et la participation aux rites communs. Les cités sont sur un territoire très exigu,
très peu de cités feront plus de 800 km², à l'exception d'Athènes, Thébès, Corinthe, etc. Elles sont aussi en Grèce placées dans des endroits très cloisonnés car elles sont entourées de montagnes. Finalement, il y a aussi la mer par rapport à laquelle les cités se tiennent toujours un petit peu à l'écart. C'est pour ça qu'on construira plus tard la Pirée pour relier Athènes à la mer. Les cités n'étaient pas non plus toutes homogènes entre elles. Très peu étaient aussi riches et puissantes qu'Athènes ou Sparte, qui faisaient partie des 29% des cités qui détenaient 86% des richesses dans l'époque archaïque. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 6e siècle, les cités vont commencer à étendre leur territoire, ce qu'on appelle leur période d'essaimage. Ceci est dû à plusieurs raisons. La population était montée trop fortement, trop rapidement, ce qui créait des crises d'alimentation. Aussi, la société dans les cités ne parvenait plus à être aussi égale qu'on le souhaitait. Finalement, les cités émigrants, un peu partout, créaient un certain dynamisme commercial, ce qui les motivait encore plus. L'occupation des lieux des cités en essaimage variait de cité en cité. On gardait les divinités ou même les habitudes architecturales telles que les plans des rues dans les nouvelles colonies. La métropole était très peu en contact avec la colonie. Lorsque les Grecs arrivaient sur un nouveau territoire et y implantaient leur nouvelle cité, ils pouvaient y rencontrer aucune difficulté si le territoire était relativement désert, ou bien ils pouvaient avoir des contacts avec une population autochtone avec qui ils entraient en conflit, ou bien créer des alliances entre les élites. Même si les cités sont des petits territoires, on va voir une organisation territoriale se mettre en place, notamment à Athènes après la chute du dernier tyran Hippias en 511. Clisthène, le nouveau dirigeant de la cité, divise le territoire en 139 dems, qui vont constituer 30 tritiès, qui elles-mêmes constituent 3 régions réparties entre 10 tribus. On fait tous partie de la même cité, mais on fait attention à ce qu'on ne se dispute pas entre régions. Les cités grecques vont pendant longtemps toutes se sentir très indépendantes les unes des autres, mais on va voir une vision d'unité grecque au 5e siècle, sous l'impérialisme athénien. On va créer la Ligue pan-hellénique en 481, puis la Ligue de Délos en 478, la Ligue du Péloponnèse, sous hégémon de Sparte, une seconde confédération athénienne en 377 et la confédération béotienne de Thébès. Au IVe siècle, on voit qu'il n'y a plus un essaimage, mais une conquête du territoire de la cité. Avec Alexandre le Grand et ses généraux héritiers, la cité est désormais un territoire conquis que l'on peut former de manière différente. Exemple, Nihilo, cité doublée, cynécisme, des villes orientales dans lesquelles on insère un peuplement grec, etc. On voit ainsi l'émergence de la capitale, là où il n'y avait qu'une ville qui était sa propre capitale. Il y a maintenant un territoire élargi dans lequel il y a une ville capitale plus importante que les autres villes du territoire. La cité dans l'Empire romain et son territoire sont vus assez différemment. Premièrement, les Romains et les Grecs voyaient la cité d'un œil différent. Chez les Romains, c'est un ensemble de citoyens qui forment une cité. En Grèce, on conçoit une cité et on peut y appartenir si on a les critères qu'il faut. Ceci explique que les cités grecques vont rester des petites entités, tandis qu'à Rome, cette notion va faire en sorte que la civitas peut s'étendre partout sur le territoire. Rome va donc s'étendre de façon impressionnante à partir du 5e siècle et ainsi créer un empire. C'est toujours à partir de Rome qu'on s'étend, mais Rome englobe aussi des territoires entiers qui sont pour elle très importants, tels que la Campanie ou la Sicile, des greniers à blé. C'est ainsi que Rome crée des colonies et des provinces englobant même le monde grec. Au fur et à mesure des conquêtes de Rome, la notion de cité dans le territoire va changer. Au 1er siècle, avant et aussi après Jésus-Christ, on se retrouve face à un territoire énorme, et Rome en est le centre. On a donc une centralisation du pouvoir à partir de la cité de Rome. C'est à partir de là qu'on construit un immense réseau routier. Mais il y a aussi une urbanisation de l'Italie. Tout n'est pas reporté à Rome, ce qui crée d'autres centres de pouvoir avec des élites municipales. Ces petites villes s'établissent néanmoins sur le modèle de la cité principale, Rome. Donc, contrairement aux grandes cités puissantes du monde classique, telles qu'Athènes, Rome n'est plus la seule ville du territoire. Passons à la 5e question. L'aristocratie en Grèce et à Rome comparaison. Pour cette question, je vais d'abord me focaliser sur la Grèce et ensuite je parlerai de Rome. Donc, en Grèce,
Les poèmes homériques sont produits par Homère. L'Iliade est un de ces poèmes qui parle de la colère d'Achille. En effet, Agamemnon veut la plus grande part du butin. Il y a une opposition entre deux chefs. Le poème va définir qui est le meilleur entre les deux. L'Iliade va influencer toute l'idéologie grecque. Le monde utilisé est le monde des meilleures aristocraties. Pour être l'artisto, le meilleur, et avoir le plus de pouvoir, il faut avoir un maximum d'arrêtés, potentiel d'un individu à se faire valoir comme le meilleur. La gloire permet d'augmenter l'arrêté, et pour avoir de la gloire, il faut mener un agon, la compétition. La victoire lors de l'agon permet de gagner de la gloire qui augmente l'arrêté, qui augmente à son tour l'aristos. Plus on a d'arrêtés, plus on est un aristocrate. Les compétitions sont diverses. On retrouve d'abord la guerre qui va être remplacée par les jeux, sports et les arts. La guerre est une des activités principales des Grecs. Elle est permanente car c'est une manière de montrer que l'on a de la gloire. C'est sur cette activité que se fondent les relations avec les individus. Quand des guerres sont gagnées, les troupes victorieuses empochent un butin qui va fonder l'oikos, maisonnée, cœur social et économique des Grecs. Le butin va servir à faire des dons. La personne qui reçoit le don est dans une situation de dépendance. Elle va faire un contre-don pour rééquilibrer la balance. Si le contre-don ne compense pas le don, la personne est dans une situation de soumission. Ce système de don-contre-don est la base du système social. Dans l'Iliade, Achille est en colère car il trouve que le don qu'il reçoit ne correspond pas à la valeur de son arrêté. Il le refuse. Il préfère mourir jeune et dans la gloire que vieux et dans l'ignorance. Les aristocrates peuvent exercer le régime politique de tyrannie. C'est quand une seule personne, un aristocrate, prend le pouvoir. Par exemple, Pisistrate est un aristocrate qui veut prendre le pouvoir. Il va nouer des liens avec des aristocrates pour obtenir un financement. Il arrive au pouvoir, mais il se fait chasser par ses opposants. Il se rend dans le nord de la Grèce et fait fortune dans l'exploitation d'une mine d'argent. Il revient à la charge avec une milice et prend le pouvoir jusqu'à sa mort. Ses deux fils, Hipparque et Hippias, lui succéderont. Les légendes vont être particulièrement développées par les aristocrates. Dans celles-ci, on va rattacher des noms grecs aux mythes grecs. Passons à présent à l'aristocratie à Rome. L'ordre de la patricia est un ordre où on est patricien, on ne le devient pas. C'est une noblesse terrienne et équestre qui tient sa richesse des terres. On retrouve les grandes familles aristocrates romaines. C'est un groupe fermé. Ils sont à la tête de l'armée et ont des clients, qui sont des personnes les servant. Ils sont présents au point de vue économique, militaire, tête de l'armée, et politique. Ils occupent les grandes fonctions du Sénat. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les négociateurs sont riches et investissent dans les villes. L'ordre équestre rassemble des chevaliers riches qui n'ont pas de pouvoir politique. Leur richesse provient des terres et du commerce.